Bonjour Magali, Bonjour Johanna. bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous participons ensemble au cycle investigatif numéro 260, le premier protocole. Moi, je suis opératrice externe et étudiante à l'Académie de Calogero-Griffasi et ma collègue Magali est support télépathe de la méthode Calogero-Griffasi. Elle ne connaît pas les sujets qu'on va aborder aujourd'hui et comme tous les télépathes de tous les pays, les investigations sont composées d'un protocole en deux parties. On a la partie fixe avec des questions fixes que l'on reçoit dans toutes les langues, dans tous les pays. Et donc, on ne peut pas intervenir là-dessus. Ensuite, on a la deuxième partie avec l'exploration libre où on peut approfondir les réponses de la partie fixe. Donc, que Magali me donnera dans la partie fixe. Voilà, c'est bon pour moi, Magali. Tu peux t'installer Allez, confortablement. Bien, très bien. Voilà, ferme tes yeux. Et tu peux prendre 3 respirations profondes. Je vais t'accompagner dans cette détente de ton corps en comptant lentement de 3 à 1. 3. Tu peux suivre ta respiration, Magali. C'est ta respiration qui te permet de détendre tous tes muscles de ton corps. Et ça, de plus en plus profond. Deux. Tu peux sentir ton corps s'alourdir de plus en plus et sentir la sensation de ton corps sur ton lit. Tu te sens bien, tu te sens calme et détendu. Tu peux approfondir cet état de relaxation profonde à ton propre rythme. Tu es complètement détendu. Très bien. Maintenant, Magali, connecte-toi au terme apocalypse et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. 1, 2, 3. plein d'informations, plein d'informations qui arrivent, des révélations, une espèce
de rideaux de théâtre qui s'ouvrent. Ces informations arrivent de façon assez intense. Ça va être plus ou moins heurtant pour certaines personnes et pour d'autres, ça va être forme de jubilé. Et dans la symbolique, vraiment, je vois un rideau de théâtre qui se lève ou qui s'ouvre, suivant la forme du théâtre. Bien. Tu perçois autre chose? Ça va bousculer. Ok. Observe comment la forme pensée relative au concept de l'apocalypse naît chez l'être humain. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Oui. Observe comment la forme pensée relative au concept de l'apocalypse naît chez l'être humain. Alors, il y a une espèce de confusion. Pour certaines personnes, l'apocalypse est une conception de complètement tout va se détruire, tout va. Enfin, ça va être, comme l'expression le dit, hein, c'est l'apocalypse, c'est la destruction de tout ce qui est. Donc, mais dans un côté tragique. Oui. Alors qu'en fait, le terme apocalypse veut pas dire ça. C'est Oui. plutôt des révélations. Alors, effectivement, certaines révélations vont foutre un tel bordel que ça risque d'être violent et dramatique pour certains. Mais ça n'a rien de dramatique en soi. Au contraire. Ça va être fonction de comment les personnes vont prendre les choses. Je vois des personnes qui vont vraiment être démolies par ce qu'elles vont comprendre et d'autres qui vont être heureuses d'avoir la confirmation de ce qu'elles pensaient, de ce qu'elles ressentaient. Donc tout dépend de là où on regarde. Tu perçois autre chose? Mmh. Bien. Maintenant, Magali, compare ces deux formes de pensée, la matrix et l'apocalypse. Que perçois-tu ou visualises-tu à cet égard? Une qui est contrôlée, programmée. Je vois une boucle incessante. Oui. Et l'apocalypse qui est effectivement comme une fin en soi de cette boucle infernale, comme si à un moment donné, cette boucle ne peut plus tenir parce qu'elle est trop oppressante et que les consciences sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cet apocalypse est en fait un sursaut
un sursaut des consciences, comme le grain de sable qui va foutre le bordel dans cette espèce de matrice, qui peut faire dérailler la machine. Mhm. Et en fait, je vois, le truc intéressant, c'est que je vois que la matrice, c'est quelque chose d'extérieur qui manipule, qui essaye de manipuler notre intérieur, notre conscience, alors que l'Apocalypse vient de l'intérieur pour révéler à l'extérieur. C'est comme deux mouvements opposés, Mhm. comme deux forces opposées. Tu contrains tellement, la matrice contraint tellement notre être qu'à un moment donné, cette étincelle de vie qui pourrait s'éteindre par cette puissance de cette matrice externe a un sursaut et va créer cette force de vie qui part de l'intérieur vers l'extérieur, impliquant une forme oui, de changement. Mhm. Armagédon, Apocalypse 16.2.16 décrit une bataille finale entre le bien et le mal. Décode cette information et dis-moi ce que tu perçois. Ben justement, le problème, c'est que il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a des forces de contrôle et puis il y a cette source, cette étincelle de vie qui est à l'intérieur de nous et qui cherche à se sortir de là. Cette bataille, en fait, c'est une bataille intérieure, mais c'est pas du bien, du mal, c'est c'est apprendre à comprendre qui on est au plus profond de nous-mêmes et ne compter que sur nous-mêmes, avec les autres, bien sûr, hein. On ne peut pas vivre sur cette planète, dans cette 3D tout seul. Mais cette bataille, elle est vraiment intérieure et elle se gagnera que parce qu'on aura gagné cette bataille à l'intérieur de nous-mêmes et que chacun individuellement fera le boulot. Mhm. Et tout ça se ressentira à l'extérieur de nous. Donc ça peut très bien se passer de façon très soft si chacun de nous-mêmes on fait le travail intérieurement. C'est vraiment ça, lever le voile, Mhm. je ne vois pas je ne vois pas une guerre, je ne vois pas D'accord. Bien. ce sont des écrits. L'Apocalypse de Jean est le dernier livre du Nouveau Testament. Décode l'objectif de ce livre à mon 3. 1, 2, 3. C'est une programmation.
Mhm. Ça fait partie du plan de la matrice. Mhm. Compare les informations de l'Apocalypse de Jean avec notre époque et dis-moi ce que tu perçois à mon 3. 1, 2, 3. Du fait que les humains ont été bien endormis, j'ai l'impression que ce qui est écrit colle à peu près à ce que l'on est en train de vivre. Mais c'est parce que on est sur des rails. On nous a mis sur ces rails depuis très, très, très longtemps. Donc effectivement, il peut y avoir des similitudes assez impressionnantes. C'est à nous de sortir de ces rails. Mhm. Ça fait peur, c'est normal, parce qu'il y a une forme d'habitude, attitude confortable. C'est un peu la grenouille qu'on peut faire cuire dans de l'eau qu'on va tiédir tout doucement jusqu'à ébullition. Mhm. On s'endort, on se rend pas compte. Mhm. C'est peut-être pour ça que les religions perdent un petit peu de leur attraction parce il y a de la manipulation derrière. C'est des écrits qui ont été malheureusement détournés. Mhm. Pour endormir. Existe-t-il un lien entre l'existence d'extraterrestres et la forme pensée de l'Apocalypse? J'ai envie de dire oui, mais pas dans le sens. C'est très bizarre parce que Dis-moi ce que tu perçois. Laisse ton corps mental et dis-moi ce que tu perçois. je vois deux choses différentes, mais avec certains liens, mais des liens où comment on peut dire ça? Comment je peux expliquer ça? C'est comme si je voyais deux clans avec des interactions, mais c'est l'un avance, l'autre recule, l'autre avance, l'autre recule. Je ne sais pas si je peux me faire comprendre. Mhm. Il y en a un qui va prendre un pas en avant et l'autre va reculer et l'autre réaction derrière, c'est lui qui va faire un pas en avant et l'autre reculer. C'est un peu ce forme de lien. Et les formes pensées, je vois des vagues, des espèces de vagues. Il y a des fois, effectivement, ce qui fait reculer, c'est le down de certaines formes pensées de ces extraterrestres qui peuvent nous mettre dans le doute et nous faire perdre un pas en arrière. Mais voilà, c'est comme la mer, les vagues, le ressac. Elle peut très bien
elle vient quand même nettoyer la plage. On va continuer avec l'exploration libre et on va rester sur cette dernière question. Donne-moi un peu plus de détails donc entre le lien de l'existence extraterrestre et la forme pensée de l'apocalypse que nous créons. Là, ça me fait remonter à des périodes très, 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 très loin, très, très éloignées. Même carrément à l'origine de notre planète, en fait. Oui. Qu'est-ce que tu perçois? Ben que les extraterrestres et nous sommes de toute façon liés d'une certaine façon. Et Mais- que à l'origine des temps, que ce soit le nôtre ou que nous, on intervient dans leur existence à un moment donné de leur propre existence, mais nous, à notre origine, ils sont là. Et la seule différence, c'est que malgré, je vois cette programmation que les extraterrestres ont pu faire sur nous. Malgré ces programmations, nous nous sommes émancipés grâce à d'autres formes de conscience et que nous avons pris notre place et que nous ne sommes plus ces esclaves. Nous n'avons plus envie d'être ça. Donc, on a gardé cette forme de pureté, en fait. On retrouve cette forme de pureté originelle qu'on avait avant notre manipulation. Très intéressant. Dans quel but le terme apocalypse a été détourné, Magali? Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Puisque au début, Oui, ouais, vas-y. on dit, tu disais par rapport à ça que dans certaines consciences, ça signifie destruction, alors qu'en réalité, étymologiquement parlant, ça signifie révélation. Alors dans les écrits, quand on parlait des écrits, ça a été détourné de ce que moi j'ai compris. Et je voudrais savoir dans quel but. Pour nous remettre la tête sous l'eau, puisque ça fait des millénaires qu'on essaye de reprendre notre propre pouvoir, enfin de refaire surgir notre puissance. On l'a toujours eu, cette puissance, mais on nous a manipulés et génétiquement et mentalement. On nous a formatés, programmés. Donc, c'est pas évident de sortir de ce style de programmation parce que ça demande vraiment de la volonté, de l'énergie et ils ont mis en place plein de systèmes pour nous pomper de tous les côtés. Donc, c'est souvent dans des sursauts qu'on arrive à se réveiller, à de nouveau se dire, mais non, non, on n'est pas ça. Mhm. Et pourquoi on a du mal à maintenir, enfin, on a du mal, je m'exprime mal, mais pourquoi, C'est difficile voilà, pourquoi pas juste rester sur un sursaut? parce qu'il y a des formes de, comment on peut dire, euh, il s'amuse aussi il ne manipule pas que la matière, il manipule le temps, il manipule l'espace. Donc des fois, ils font des resets. Et dans ces resets, du coup, on peut perdre un peu cette notion on change de ligne de temps, on change d'espace-temps, et du coup, on a cette perte
de ce passé qui s'il restait vraiment bien écrit comme il faut et non pas manipulé. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, il y a des nouveaux écrits. Parce que si on avait vraiment les écrits anciens, si vraiment on s'intéressait aux écrits anciens, les écrits anciens ont été écrits à l'instant T, et même dans certaines traditions orales, même certaines traditions orales sont plus vraies que certains écrits d'aujourd'hui. Enfin, quand je dis aujourd'hui, que ce soit la Bible ou voilà. Donc du coup, à chaque reset, à chaque changement de ligne de temps, puisque c'est eux qui contrôlent le temps encore, et ben nous, on a cette difficulté à retrouver notre histoire avec un grand H, quoi, à retrouver nos origines avec un grand O. Il faut des siècles et des siècles à chaque fois de nouveau pour retrouver tout ça. Tu vois, par exemple, là, j'ai l'image d'un reset qui a été fait il y a... Enfin, j'en ai même deux là. J'ai un reset qui a été fait avec... il y a à peu près 10 000, ouais, 10 000, 12 000. Ok. Un reset physique avec cette destruction, enfin pas complètement parce qu'on est encore là, mais cette comète qui est devenue planète et qui a vraiment tout brûlé sur son passage. Il y a des traces en plus dans des écrits anciens, mais il faut pas aller les chercher que dans la Bible, il faut remonter beaucoup plus loin, où l'humanité a failli être complètement éradiquée de toute la planète, donc il a fallu qu'on se reconstruise, donc on a perdu tout, on a tout perdu. Alors, quel est le but de ces resets? Parce qu'il n'y en a pas eu qu'un, il y en a eu Non, il n'y en a plusieurs. pas eu qu'un, il y en a eu plusieurs. Le dernier Dans en quel but? date, Oui, le dis-moi. dernier en date, c'est même pas sur le plan physique, c'est un jeu Enfin si, ça a été sur le plan physique. C'est certains écrits sur oh, euh, où on avait l'énergie libre, où on avait D'accord. Donc, dans euh, quel but il y a ces resets de destruction? eh ben, c'est à chaque fois qu'on s'en sort, à chaque fois qu'on se réveille, ils perdent pied, ils perdent notre contrôle et donc du coup, ils effacent. C'est une Mhm. forme d'effacement pour nous faire repartir dans une autre boucle. Donc Mhm. c'est de ça dont il faut qu'on se méfie. On va aller voir après. Déconnecte-toi de ce moment et observe comment la pensée de l'apocalypse que l'on a aujourd'hui, comment cette pensée est née chez l'être humain. C'est des âmes qui se sont libérées, Des parties subliminales. oui, Mhm. des parties subliminales qui ont commencé à se libérer depuis pas mal de temps, hein. Et tout ce qui est en train de se mettre en place en libère de plus en plus. Donc, de nouveau, on ressort la tête de l'eau là, depuis quelque temps. La pression est tellement forte que, que ça fait réagir et que des êtres s'éveillent. Certaines, certains humains ont cette capacité, quand on les oppresse de plus en plus, à, à être dans cette volonté de se redresser, de dire stop. D'autres vont être tellement épuisés, fatigués, formatés, vont se laisser aller, vont même carrément se laisser mourir, au sens propre comme au sens figuré, hein. Ils peuvent être encore vivants de leur physique, mais je veux dire, ils vont
se laisser éteindre, quoi. Ok, Ouais, voilà. bien. Maintenant, parlons des révélations que tu as visualisées. Quel type de révélation perçois-tu? Bah, elles sont en train de se dire de partout, hein. Les gens ne sont plus dupes, que ce soit par rapport au climat, que ce soit par rapport à la politique, à l'économie, dans tous les domaines, les gens ne sont plus dupes. Mhm. Donc, ce sont quel Il type de suffit de révélations? gratter, il suffit de gratter un peu, que tout est manipulation. Mhm. Et que plus on va regarder la télé et plus on va se rendre compte que c'est des manipulations. C'est-à-dire que, en fait, quand les gens regardent la télé, ce qu'il faudrait faire en regardant, par exemple, le journal, c'est de prendre l'inverse de ce que te dit le journaliste pour savoir la révélation qui est derrière. C'est aussi simple que ça, tellement c'est énorme. Mhm. Et d'où viennent ces révélations? Comment ça se fait que c'est dit maintenant? Oh, c'est pas dit maintenant, mais c'est entendu maintenant. D'accord, intéressant. Ça fait longtemps que c'est dit, mais ça commence à être entendu. Mhm. Et entendu vraiment concrètement, parce que dans l'inconscient, on l'a toujours senti. À chaque fois qu'on se sent oppressé par quelque chose, c'est forcément pas juste, puisqu'on est là pour vivre des hautes fréquences. On est sur cette planète pour vivre dans des belles fréquences. Donc à chaque fois qu'on ressent quelque chose qui nous tire vers le bas, ça devrait nous interroger. Ça devrait nous révéler quelque chose. C'est notre petit apocalypse intérieur, ça. Mhm. Intéressant. Oui. Et tu as aussi dit que ça va bousculer. Et oui, certaines personnes qui sont dans une telle, comment dirais-je, il n'y a pas de jugement là-dedans, hein, mais ils sont incapables de penser qu'on puisse leur vouloir du mal parce qu'eux-mêmes ne veulent pas le mal. Donc, ils ne peuvent pas se douter que cette matrice ou que ces forces manipulatrices puissent vouloir du mal à l'humanité. Mhm. On a tellement été endormis, tellement été mis dans des cocons que c'est difficile de croire que d'autres êtres puissent vouloir t'anéantir. On n'en est pas capable, nous, en tant qu'êtres humains, de croire des choses comme ça. Dis-moi combien de pourcents, en pourcentage, quel pourcentage de personnes sur Terre sera bousculé, comme tu l'as dit dans ce sens-là? Qu'est-ce que tu perçois? Ben, on sera tous plus ou moins bousculés, mais plus ou moins dans le physique, on sera tous bousculés, je pense. Par contre, en conscience, euh, des personnes qui vont être bousculées parce qu'elles vont être réveillées en conscience, elles vont réaliser consciemment ce qui arrive. Je vois encore 70%. Mhm. Ça veut dire quoi physiquement on sera tous bousculés? Parce que même ceux qui savent Oui. qu'on est manipulé ou quoi que ce soit, et ben dans notre vie de tous les jours, dans notre matérialité, ça va être bousculant aussi. Mais on est beaucoup plus averti, on est préparé plus ou moins.
Par contre, les personnes qui sont encore dans cette mécanique métro, boulot, dodo ou survie, hein, tout simplement, hein, il n'y a pas de jugement là-dedans. Hein. Il y a des personnes qui sont vraiment dans la survie et qui peuvent pas lever le nez et se dire de se redresser. Ben, celles-là, elles vont être carrément même bousculées dans leur façon de penser. Donc ça va être très, très dur. Ça oscille entre 65, 70. C'est vraiment fluctuant parce que, en fait, tu vas avoir par exemple une personne qui va réaliser qu'il y a manipulation sur une thématique, par exemple, la Oui, thématique économique, par oui. exemple, parce qu'elle va vivre des choses compliquées économiquement, parce qu'elle vient de perdre son travail ou qu'elle vient de subir un une dette ou des choses comme ça. Tu as d'autres personnes qui vont se réveiller sur le côté climatique. Tu as des personnes qui vont réaliser qu'il y a d'autres... Donc bout à bout, en fait. oui, voilà, c'est ça. Et puis tu as des personnes qui sont dans la conscience que tout est manipulation, que tout est manipulation. Et que même cette manipulation, on peut être à l'origine aussi nous-mêmes de cette manipulation, suivant les fréquences que l'on va vibrer, tu vois. Mhm. Combien de, Dans combien de temps tu perçois que la majorité de la population euh, saura plus de choses? C'est complètement aléatoire. Ça peut être demain, ça peut être dans 2 semaines, Mhm. Ça dépend de quoi? de notre travail intérieur. Et justement, qu'est-ce que chacun peut faire pour gagner cette bataille intérieure, comme tu me l'as dit auparavant? Apprendre qui il est. C'est, Allumer cette étincelle à ouais, l'intérieur de chacun. Que perçois-tu comme étant la démarche à faire? s'intérioriser un peu plus, prendre un peu plus soin de soi, s'écouter un peu plus, apprendre qui on est, comment on fonctionne, dans nos mauvais côtés, dans nos bons côtés. Et quand on apprendra comment on fonctionne et qu'on apprendra à gérer nos émotions, enfin pas les gérer, pas les contrôler, hein, on est d'accord, hein, mais à savoir que plus on vibrera dans des émotions hautes, plus on cherchera à raisonner ces vibrations hautes, plus on sera nombreux à vibrer dans ces fréquences hautes et plus tout autour de nous va vibrer à des fréquences hautes. Mhm. Donc moins ça va prendre de temps. Je vois que tu parles au futur. Alors, Magali, tu vas choisir une ligne temporelle future et tu vas me dire comment tu perçois le monde après ces révélations. Un, deux, trois. Je vois beaucoup de solidarité. Je vois beaucoup de création personnelle ou de groupes de personnes qui vont avoir des idées fabuleuses, que ce soit pour euh, nourrir une localité, que ce soit pour aider à la construction de bâtiments pour vivre, que ce soit une nouvelle organisation pour s'occuper des enfants. Et je vois tout ça dans une forme d'écoute. Il va y avoir beaucoup d'écoute. Il va y avoir un apprentissage pour apprendre à s'écouter d'abord soi, pour apprendre à écouter l'autre. Euh, je vois plein de petites choses qui vont faire un petit peu comme, comment on peut dire, euh, je vois comme
comme s'il y avait au départ un terrain vague et que tout doucement les graines vont se mettre à pousser et que ce terrain vague qui était complètement nu va devenir une prairie magnifique. Et tout ça, ça va être très localement. Et tous ces petits îlots locaux vont se regrouper, vont se faire un petit peu, ouais, se réunir pour faire quelque chose de plus unifié. Et chacun dans des domaines différents. Et Et, c'est ça qui va être chouette. et comment tu vois la Terre? Comment tu visualises la Terre? Eh bien, je la vois se réparer, mais la Terre, il faut pas s'inquiéter pour elle. Elle a la ressource. On va juste apprendre à être en résonance avec elle et à ne pas vouloir la contrôler, mais à se mettre ouais, en résonance avec elle, à mieux la comprendre, mieux comment elle fonctionne, puisque nous faisons partie d'elle, hein. Nous Mhm. faisons partie d'elle. Donc plutôt que de se battre contre elle, on va avancer avec elle. Mais ne pas s'inquiéter pour elle. Elle se redresse à chaque fois, elle. Il n'y a pas de souci. Et alors, sur cette ligne future sur laquelle tu es, qu'est-ce qui se passe avec la matrice, les manipulateurs? Ben, plus on sera en fréquence haute et moins ils auront d'emprise en fait. Donc ils vont lâcher, Mhm. ils vont repartir de là où ils viennent. Soit ils apprendront eux-mêmes à monter leur fréquence en apprenant à eux aussi revenir à eux-mêmes. Soit ils disparaîtront, puisque nous ne pourrons plus se nourrir du fait qu'il n'y aura plus de fréquence basse pour les nourrir. Super ça. Bien. J'ai plus de questions, Magali. Reviens au présent et dis-moi si tu as perçu, senti ou visualisé quelque chose que tu n'as pas pu dire ou que tu souhaites dire ou transmettre maintenant. L'énergie libre existe Mhm. Où partout. Elle est et, là et pourquoi on n'y a pas accès? parce qu'on nous la planque. Bon, d'accord. Est-ce que ça fera partie de ces révélations? Ouais. Et Mhm. c'est ce qui nous libérera. D'accord. C'est ce qui fera que il n'y aura plus besoin de métro, boulot, dodo pour payer des factures, parce qu'il n'y aura plus besoin de payer de factures. Mhm. Donc, changement dans les taxes que l'on paye aujourd'hui. Normalement, il n'y en aura plus. Mhm. Parce Ok. qu'on pourra tout créer sans argent. Bien. Super. Quel beau monde. Ouais. Bien, Magali. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu es totalement dans le présent dans lequel on parle. 1. Déconnecte-toi de tout et de tous et reviens totalement dans ton corps. Ton espace est propre et toi, tu es propre. Tu peux vérifier ton espace. Élève tes fréquences à tes niveaux maximaux. 2. Ton corps commence à être de plus en plus léger et de plus en plus fort. Tu peux le bouger avec plaisir, avec aisance. Et tu te sens de mieux en mieux. Et 3. Tu peux ouvrir les yeux quand tu es prête. Et bonjour. Bonjour, ça va? Ah oui, ça va.
Super, super. Bah, merci beaucoup Magali. Ben, merci beaucoup. Joli thème. Ah oui, merci. Et merci à tous d'avoir regardé, d'avoir écouté. Et on vous souhaite une excellente soirée. À Au très revoir à bientôt. tous. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati
è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete, cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente? Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta,
se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi
di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.